Bonjour, chers poditeurs et poditrices d'Extra Classe, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Parlons pratique. Régis, à quel sujet allons-nous le consacrer aujourd'hui ? Eh bien Hélène, on va commencer par une scène très simple du quotidien de pas mal d'enseignants. Alors imaginez, vous êtes en classe, 25 élèves, voire plus, parfois beaucoup plus, 25 rythmes, 25 façons de comprendre et aussi 25 façons de ne pas comprendre. Et une mission, faire progresser tout le monde. Pas une moyenne, pas la majorité, tout le monde. Alors là, on vous dit le mot magique, illico differentiato maxima. Enfin, en langage moldu, différencier. Je le connaissais pas ce sort-là. En tout cas, c'est souvent là que ça coince, parce que derrière le mot différenciation, il y a des représentations très diverses et une impression vertigineuse. Est-ce que je dois faire un cours par élève ? Est-ce que je dois tout adapter en permanence ? Et surtout, est-ce que je vais y survivre ? Différencier sans s'épuiser, c'est le titre de cet épisode Parlons pratique et c'est la question qu'on aborde aujourd'hui avec nos deux invités qui sont impliqués dans la formation des enseignants et qui les accompagnent dans la transformation de leur pratique. Andrea Capitanescu-Benetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'enseignement à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'université de Genève. Vous êtes membre du LIFE, je ne sais pas comment il faut le dire, l'IFE ? Life. Ah, LIFE. Laboratoire, Innovation, Formation, Éducation. Vous avez co-dirigé avec Sylvain Connac et Mylène Leroux un ouvrage qui vient de sortir, de la formation à la différenciation, enjeux et inspiration pour mieux soutenir le développement des compétences du personnel scolaire. Et on va en reparler. Question très rapide pour vous, la différenciation est-elle d'abord une question pédagogique ou organisationnelle ? Allez, en 2 mots. En 2 mots, ce sont les 2 axes que nous avons sur la table en tant que praticiens. C'est une question tout aussi pédagogique qu'organisationnelle ou d'organisation du travail au niveau de l'établissement scolaire et au niveau de la classe. Merci Céline Douzet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes formatrice à l'atelier Canopée 56 de Lorient depuis plusieurs années maintenant. Auparavant, vous étiez chargée de développement pédagogique dans un service universitaire, donc de pédagogie. Et donc vous accompagnez et vous formez les enseignants dans la transformation de leur pratique. Actuellement, vous assurez d'ailleurs, et je dirais même notamment, un cycle de formation sur cette différenciation. Et vous êtes aussi titulaire du diplôme d'établissement passeur en éducation de l'IFE. Alors question express pour vous Céline, en formation, qu'est-ce que vous entendez le plus souvent à propos de la différenciation? Ce que j'entends le plus, je dirais, c'est peut-être la question du temps liée du coup à cette thématique d'aujourd'hui. La différenciation, j'ai pas le temps, je sais plus comment m'y prendre, comment je peux faire pour gérer mon temps. Je dirais que c'est la question la plus courante, une des plus courantes. Alors, donc, on entre dans ce premier temps les malentendus de la différenciation entre individualisation et universalisation. Et l'idée, Andrea, c'est de définir un peu cette fameuse différenciation pédagogique, de clarifier un petit peu le concept, si on le peut. Est-ce qu'il existe une définition académique, stabilisée, partagée, unique de la différenciation ? Alors, la différenciation n'est pas un concept neuf. Ça fait déjà plus de 30 ans que l'échec scolaire et les enfants différents nous questionnent dans les systèmes scolaires. Donc, des travaux précédents ont tapissé et ont fondé en fait notre réflexion aujourd'hui. Des travaux de Philippe Pernoud, de Philippe Mérieux, de Sabine Kahn, qui est d'ailleurs une des collaboratrices importantes de notre ouvrage, parce que vous avez cité les 2 coéquipiers, Sylvain Connac et Mylène Leroux, mais il y a aussi Sabine Kahn et l'équipe de la Belgique qui étaient sur ce coup-là de réflexion. Et nous continuons à réfléchir sur cette question qui est en fait inscrite dans une temporalité longue de la recherche de plus de justice à l'école, de plus d'équité des élèves face au savoir scolaire, aux situations d'enseignement, d'apprentissage dans lesquelles on les met. On pourrait dire une définition simple, courte, mettre les élèves autant que possible dans des situations fécondes d'apprentissage. Et ça, c'est Philippe Pernoud qui l'a un peu libellé de cette manière-là. Mais
après avoir, donné une définition simple, on pourrait dire que c'est là que ça commence, en fait, l'enjeu de la pratique enseignante. C'est comment les acteurs de l'école, les enseignants, les équipes enseignantes, les coordinateurs pédagogiques, enfin, tout ce beau monde, hein, c'est un monde immense aujourd'hui qui travaille dans les établissements scolaires en collaboration. Tous ces professionnels, comment ils s'accordent, comment ils se mettent ensemble pour trouver des manières plus intelligentes, plus fertiles, fécondes, pour que les élèves apprennent. Et aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'on a des classes homogènes ou non. Comme vous l'avez dit, un enseignant a 25 élèves face à lui ou avec lui, plutôt avec lui. Et en fait, il veut amener tout le monde vers le maximum d'apprentissage et de compréhension par rapport à des objectifs scolaires qui, n'oublions pas, sont de plus en plus complexes. Il ne suffit plus d'apprendre par cœur à l'école. Il faut savoir analyser, se mettre en situation, se positionner par rapport aux autres, donner son avis, avoir une pensée analytique, réflexive. Donc, aujourd'hui, l'école et les objectifs ne sont plus les mêmes que nous étions, nous, enfants. Et on pourrait dire, si on était suffisamment appliqué, on aurait pu apprendre. Face à ces objectifs-là, donc la différenciation s'impose si on a l'ambition que tout le monde apprenne. Céline, dans cette idée de mettre les élèves dans des situations fécondes, d'apprentissage, il y a des modalités qui ne sont pas efficientes, justement. Est-ce qu'on les connaît ? Je dirais que peut-être plus dans les modalités moins efficientes, j'aurais envie de dire peut-être celles qui sont plus efficientes, parce que je pense que toute modalité peut être efficiente. En fait, ça va dépendre de l'intention qu'on a et ça va dépendre de où on va aller. Je pense pas qu'il y ait une modalité qui soit efficiente ou pas efficiente si on parle des pratiques pédagogiques. Donc, je dirais que il y a des modalités qui sont plus efficientes quand on parle de différenciation pédagogique, quand on veut prendre en compte la diversité des élèves. Et ça va être de se poser la question de à quel besoin ça répond et pourquoi je mets ça en place. Et est-ce que quand j'ai mis ça en place, est-ce que ça atteint ses effets ? Je dirais que la pratique réflexive est une manière de peut-être être dans la plus d'efficience ou de plus d'efficacité si on questionne ces pratiques et si on veut les faire évoluer. Après, en termes de modalités moins efficientes, si, il y en a peut-être quand même une ou deux. Je dirais que le côté tout individualisé ou le côté tout collectif, ça, c'est moins efficient. Si on fait le même enseignement pour tout le monde, si on fait le même enseignement pour tout le monde tout le temps, de la même manière, c'est sûr qu'on va creuser les écarts, c'est sûr qu'on va pas pouvoir correspondre à la diversité des élèves. Pareil, faire que de l'enseignement individuel, déjà c'est pas gérable, peu gérable, et en plus de ça, on passe à côté de la dimension collective qui va être importante pour prendre en compte la diversité des élèves. Andrea, pourtant, cette question de l'individualisation, elle est assez présente, j'ai l'impression, dans l'esprit des enseignants, cette idée qu'il faut quand même s'adapter à chacun. Est-ce que ça, c'est un malentendu peut-être majeur de cette différenciation, de cette pédagogie différenciée ? Alors, peut-être on a l'idée un peu autour de l'individualisation en fait des apprentissages. On a l'idée un peu du garçon de café qui va donner un plat différent à chacun. Et en fait, peut-être que durant les semaines scolaires, parce qu'on en passe des heures avec les élèves, on les connaît, les enseignants sont des spécialistes, sont des très très bons connaisseurs des élèves qu'ils ont pendant des centaines d'heures de travail. Et donc, durant une année, devant quelle situation on essaye, on tente de mettre les élèves devant quelle situation d'enseignement d'apprentissage, des situations à la fois individuelles, à la fois collectives, de tutorat, des situations de recherche, de découverte, de situations problèmes, de situations de consolidation. Enfin, donc, sur une année scolaire, les élèves vont se retrouver face à des situations qui ne sont pas monolithiques en soi. Et donc, ils vont se trouver face à des situations que pour certains élèves, ça va fonctionner, peut-être pour d'autres moins bien, mais sur l'ensemble, on essaye en fait de toucher le plus grand nombre. Et toutes les situations d'enseignement d'apprentissage devant lesquelles on les met, elles ne roulent pas toutes seules, elles ne tournent pas sur elles-mêmes. Les enseignants spécialistes, ils voient bien qu'il faut étayer, qu'il faut expliciter, qu'il faut accompagner les élèves dans ces situations. Alors, il est possible que pour certains élèves, ils se trouvent très, très à l'aise dans certaines situations de découverte. Il a
adore ça. En plus, on part de ses intérêts. Il se révèle quelque part face à nous. On découvre d'autres enfants. Hein. Et dans d'autres situations, il a plus de peine. Donc, c'est plutôt comment juguler ou jongler avec différentes situations en classe. Et ça, c'est un challenge pour les enseignants qui, le long quand même de la carrière, sont en train de vraiment d'accumuler de la sagesse, mais pas seulement, d'accumuler des outils de travail, des situations, des mises en situation. Donc, on ne part pas de rien. On part toujours avec un capital aussi de sagesse, mais aussi de compétences professionnelles avec les outils à bord. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. On ne peut pas dire différencier, c'est facile et ça peut rapporter gros. Hein. Donc, on est bien sur un métier, sur une profession prudentielle dans laquelle les enseignants font énormément. Et donc, on l'a aussi montré dans notre ouvrage, mais bien d'autres chercheurs le montrent, comment les enseignants font face avec ce qu'ils ont en fait dans leur cartable, avec les moyens de bord. Ils essayent, en fait, ils sont chercheurs tout le temps d'allier autant. Si pour un enfant, il faut individualiser à un certain moment, peut-être il faut aussi s'organiser avec l'établissement scolaire, avec l'équipe enseignante, qui pourrait en fait intervenir auprès de cet élève parce que là, on a besoin de quelqu'un en particulier pour cet enfant-là. Et donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux sur l'intermétier, hein, sur cette collaboration intermétier qui est hyper importante aujourd'hui. Aucun enseignant qui veut devenir un enseignant digne de ce nom aujourd'hui ne peut se dire je suis seul à bord, je veux fermer la classe et je reste seul. Alors justement, Andrea, vous dites les enseignants, ce sont eux les experts. Et pour donner un peu de off à cette émission, je ne trahirai rien, Hélène, en disant que on aurait adoré avoir un ou une enseignante dans l'épisode. On a eu du mal à en trouver, alors pour différentes raisons. Hein, et j'ai l'impression que ça résonne avec ce que vous dites, Andrea. Le fait qu'il y ait parfois ce côté Monsieur Jourdain de la différenciation, c'est-à-dire qu'au quotidien, le quotidien impose de différencier, notamment quand on a des classes très hétérogènes. Alors pas sans s'en rendre compte, mais peut-être sans savoir le formaliser. Je retrouve ça encore une fois, Andrea, dans ce que vous dites, on fait avec le bagage qu'on a. Céline Douzé, est-ce que ça résonne avec le fait de quand vous donnez des formations, les enseignants arrivent avec j'ai envie de dire leur nuancier, leur bagage pédagogique, et certains font déjà de la différenciation sans mettre le nom dessus? Alors, c'est effectivement quelque chose que je travaille en formation. C'est l'idée déjà de définir, revenir sur qu'est-ce que c'est que la différenciation pédagogique pour prendre conscience de tout ce qu'ils font déjà, en fait. Ils en font déjà. Mais au lieu de leur dire, vous en faites déjà, c'est à travers les définitions, à travers, moi j'utilise 2 définitions de la différenciation pédagogique, une sur les pratiques individuelles de Prudhomme, Leblanc, Paré et Chapdelaine, et qui présente une définition plutôt individuelle de la différenciation pédagogique. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma classe, que je combine à une définition du SNESCO, de la conférence de consensus, qui est plus collective, où je retrouve ce que dit Andrea, notamment sur l'approche à la responsabilité partagée. Et au travers de ces 2 définitions, on travaille quel levier on identifie de la différenciation pédagogique pour prendre conscience de quels gestes sont associés à tout ça et qu'est-ce que je fais déjà. Et qu'est-ce que je fais déjà qui fonctionne, qu'est-ce que font déjà les autres personnes en face aussi pour m'inspirer, et qu'est-ce que je peux transformer, faire évoluer ou conserver tel quel. Donc oui, ils en font déjà, et souvent c'est un des axes sur lequel je veux aussi rassurer en fait. C'est-à-dire vous en faites déjà, vous faites des choses déjà bien, mais il y a moyen aussi de changer des choses sans forcément tout transformer. Alors là, on était sur le versant individualisation, mais un autre versant aussi dont on entend parler beaucoup ces derniers temps, c'est la conception universelle des apprentissages ou la pédagogie universelle. Et Andrea, comment est-ce que vous situeriez cette approche-là par rapport à la différenciation telle que là, on essaie un peu de la définir ? C'est vrai que par rapport à cette conception-là, on se dit, mais ce qui vaut pour l'élève qui a le plus de peine vaudrait tout autant pour l'élève qui peut-être s'en sort plutôt bien et même pour l'élève qui n'en a pas besoin. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on aligne la classe où on est dans une pédagogie un peu de niveau, ou etc. Mais les interventions pédagogiques, si elles sont ajustées pour certains élèves, on le voit dans les classes, aussi dans les moyens qu'on donne pour des élèves qui ont toutes sortes de problématiques, de dyspraxie, etc. Quand les enseignants interviennent pour ces élèves-là, ils le mettent aussi au profit de la classe.
Et donc, ce qu'on fait pour les uns, on le fait aussi pour les autres et ça peut même aider beaucoup les autres élèves. Donc, l'image aussi de l'architecte qui est très connue, hein, peut-être en éducation et vous l'avez déjà entendu, c'est on fait un bâtiment scolaire ou un bâtiment public, on est en train d'appliquer les normes de la construction et évidemment, il faut appliquer aussi des normes pour les personnes qui auraient une mobilité réduite, etc., etc. Est-ce que là, si on met une rampe, est-ce que cette rampe qui rentre dans le bâtiment public, elle ne servirait pas en fait à tout le monde aussi? La question d'inclure tout le monde, d'avoir une école équitable est une question forte au niveau des valeurs que nous portons en éducation, mais ensuite, nous sommes pleins de lucidité. On voit que les outils, hein, et comme l'a dit aussi Céline Douzet, hein, les enseignants font énormément de choses. Et ça ne veut pas dire que ces enseignants qui font énormément de choses n'ont pas aussi besoin parfois de chercher ailleurs. Ils cherchent de la formation et souvent, on sait que les gens les plus formés, c'est ceux aussi qui vont chercher de plus en plus de formation. Et ça peut nous paraître un paradoxe, mais c'est un peu comme ça que les choses marchent. Donc, on essaye quand même aussi de tabler sur le côté de la formation, et pas une formation idéale ou idéalisante, mais une formation qui met les pratiques réelles, qui met le travail au sein des réflexions communes. Eh ben, pratique réelle, ça nous emmène tout droit au temps 2 de cette émission. Différencier au quotidien, une question collective. Alors justement, dans l'idée de donner des exemples concrets de ce qu'on peut faire en différenciation, Céline, qu'est-ce qu'on différencie exactement ? Est-ce qu'on peut tout différencier ? On parle de quoi quand on dit différenciation concrètement ? Alors, je pense que déjà, derrière la différenciation, moi, il y a un élément, quand je disais que je prends ces deux définitions-là, c'est que je travaille le fait que la différenciation, c'est pas que la diversification. Ça va être la diversification. Et donc là, on va pouvoir diversifier plein d'éléments. On va pouvoir diversifier le contenu sur lequel qu'on propose aux élèves, les manières de présenter le contenu, les manières de l'apprentissage en tant que tel, en fait, les notions qu'on va leur présenter. On va pouvoir diversifier les process, les mises au travail, les modalités de travail, les modalités de regroupement. Et on va pouvoir diversifier également les productions, la tâche que les élèves vont réaliser, ce qui va souvent être évalué et qui va certifier ou pas l'apprentissage. Mais on peut aussi diversifier les moments de différenciation. On va pouvoir différencier avant la mise en activité des élèves. Par exemple, si je prends un groupe d'élèves qui serait allophone, on pourrait prendre un groupe d'élèves avant la mise en activité, ces groupes d'élèves-là, pour travailler avec le vocabulaire, s'assurer qu'ils ont compris les consignes, avant qu'ils retrouvent le groupe entier ou qu'ils se mettent en activité. Donc, on va pouvoir différencier avant la mise en activité, on va pouvoir différencier pendant la mise en activité des élèves. On s'aperçoit qu'un groupe d'élèves ou un élève a des difficultés, ou un groupe d'élèves aussi a terminé la tâche déjà. On peut faire de la différenciation aussi pour les élèves qui réussissent. La différenciation, ce qui est important aussi de revenir, on l'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est pas que à destination des élèves à difficulté, ça va être bien à destination de tous les élèves et aussi ceux qui auront terminé des activités. Et on va pouvoir différencier après l'activité, la réalisation de l'activité, en donnant des exercices complémentaires, en revoyant certaines notions. Et donc là, on a une différenciation qui peut se faire avant, pendant, après la mise en activité. Donc il y a des moments, il y a des contenus, process, production, des objets sur lesquels on peut diversifier. Et puis, on veut différencier, c'est aussi agir sur le climat de classe. C'est aussi rassurer les élèves. C'est aussi tous les gestes, croire en la réussite de tous les élèves, croire en la capacité d'apprendre de tous les élèves. C'est un peu tous ces éléments-là aussi. Donc différencier, on peut le faire en agissant sur plusieurs leviers. Andrea, dans votre article, notamment dans l'ouvrage dont on parlait, vous parlez du génie pédagogique des enseignants et du fait qu'effectivement, c'est des choses, par exemple, quand des étudiants d'INSPE ou des étudiants en formation initiale observent une séance de classe, ils voient une classe qui roule, mais ils ne voient pas forcément toutes les ficelles, finalement, un peu du métier, toute cette complexité de ce que mettent en œuvre les enseignants. Et ça, c'est quand même ce qui est difficile à transmettre et aussi peut-être à faire comprendre en formation. Qu'est-ce que vous avez repéré de commun aux enseignantes que vous avez étudiées en particulier pour cet article-là ? Parce qu'elles font toutes des choses différentes, mais il y a des choses en commun quand même.
pour cet article en particulier, mais d'une manière générale aussi pour la formation, quand on travaille avec les étudiants sur les enjeux de l'organisation du travail scolaire en classe, les enjeux de planification de l'enseignant pour que ça fasse sens aux élèves, pour que ça fasse sens déjà pour lui en tant que professionnel. Quand on travaille sur ces enjeux-là et on demande à nos étudiants, allez observer ce que les formateurs font, ce que les experts font. Et donc on doit les outiller à cette observation, sinon ils voient seulement une classe qui fonctionne bien, ça roule bien, c'est bien huilé, c'est même pacifique, c'est beau à voir, ça donne envie. Mais aller au-delà des apparences. Comment ça se fait qu'on met telle ou telle organisation du travail scolaire en place? Pourquoi l'enseignante commence peut-être par un travail distribué dans la classe, autonome pour certains, et elle prend certains élèves à table, travail à table, ce que Céline Douzet a dit aussi. Elle anticipe un peu la différenciation avec certains élèves pour en fait multiplier les interactions autour des savoirs avec eux, pour qu'elles comprennent ce qu'ils ne comprennent pas, parce que ça, c'est compliqué à faire, pour donner en fait des appuis aussi de la sécurité affective, psychologique au niveau des apprentissages, au sein même des apprentissages, si on fait des maths, du français, de l'allemand ou de l'anglais, etc. Et donc, c'est toute cette organisation très complexe d'une classe qui intègre justement les gestes de différenciation, un regard éthique sur les élèves, une attention constante. Moi, on a vu ça avec mes collègues, une attention constante aux élèves. C'est quelque chose qui est très difficile à capturer, à capter. Comment un enseignant spécialiste, comment un enseignant titulaire de classe, en fait, il a dans sa tête tous les élèves, où ils en sont, les groupes, il a préparé, celui-là, il part, il va revenir, tel élève va venir après travailler avec moi. Toute cette organisation qui est très complexe de l'extérieur, elle est très très bien huilée, ou parfois pas, parfois aussi les enseignants ils disent aujourd'hui je me suis fait déborder par plein d'incertitudes, par plein de choses qui sont venues parasiter ce que j'avais l'intention de faire, et en fait j'ai dû retracer la ligne, la timeline de la classe, et donc mais quand même ils ont toujours un esprit d'affût, quelque part, d'observation sur ce que la classe, ce que les situations, ce que les groupes, les modalités de travail font aux élèves. Et donc, ils rebondissent. Et en éducation, vous savez bien, les résultats ou les retombées ne se voient pas dans l'après-midi. Elles sont en fait à coudre le long des semaines de travail scolaire. Et d'ailleurs, il y a des enseignants qui nous disent, au bout de 2 mois, ils disent, je ne sais pas si je vais y arriver avec cette classe, je ne sais pas. On parle avec eux 5 mois après et ils nous disent, ah, là, il y a eu une bascule. Et quand les enseignants nous disent, il y a eu une bascule, et nous, on est en train de creuser, qu'est-ce que tu mets, toi, quand tu dis bascule? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu repères chez les élèves? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette classe? Et donc, voilà, on est sur des objets fins, sur des gestes de travail. Et vous dites l'enseignant qui voit cette bascule, et là on parle vraiment à l'échelle de l'enseignant dans sa classe, mais il y a une dimension que vous évoquez pas mal dans cet ouvrage et d'une manière générale autour de la différenciation, c'est qu'on ne la pense pas uniquement à l'échelle de l'enseignant seul, mais à l'échelle d'un collectif, et notamment d'un collectif professionnel, Andrea? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a l'enseignant ne peut, l'école ne peut pas tout faire, mais l'école peut faire quelque chose. L'enseignant peut faire quelque chose, mais pas tout seul, jamais. Et donc, on voit maintenant énormément de collègues qui travaillent ensemble. Il y a des dispositifs de co-intervention, de co-éducation, de co-enseignement. Enfin, c'est des différents dispositifs de travail par cycle, par sous-cycle, des intervenants qui viennent, qui peuvent peut-être sortir certains élèves de la classe pour un temps déterminé, pour un objet
très spécifiques, très ciblés, pas pour toujours, hein, pas les sortir de la classe pour toujours, qu'ils reviennent de jamais, parce que ça, on connaît bien aussi les effets délétères de la marginalisation de certains élèves, par exemple pour les groupes de besoins qui sont quelque part mal compris ou mal utilisés, hein. Donc oui, il y a beaucoup de professionnels qui travaillent ensemble autour de la prise en charge de la différenciation. Et ce sont des compétences quand même de travail depuis une trentaine d'années. On apprend toujours à coopérer avec des différents spécialistes. C'est jamais acquis, c'est un travail permanent au niveau des in situ, au niveau des établissements scolaires, où les rôles et l'identité de chacun, elle est toujours remise en question quelque part au milieu du travail des professionnels. Et donc c'est un enjeu aussi d'apprendre à collaborer ensemble dans un monde qui est tel quel, hein. Il y a assez de recherches sur les difficultés du travail collaboratif, sur l'épreuve de l'autre, sur l'éthique qu'il faut garder en fait dans le travail collaboratif. Donc c'est pas une chose simple. On peut pas juste la déclarer travailler ensemble, collaborer et tout ira bien. Donc il y a aussi besoin d'un suivi de ces collectifs de travail, d'une coordination de ces collectifs. Et entre autres, je crois qu'il y a des coordinateurs pédagogiques, des directeurs d'école, d'établissements qui sont aussi au fait de ces questions de collaboration et qui sont là pour accompagner en fait ces professionnels. Alors on entend bien que c'est quand même pas simple, hein, quoi qu'il arrive, mais on cherche ce niveau de soutenabilité, hein, pour réussir à ne pas s'épuiser, puisque c'est la promesse de cet épisode. Alors on entend que ça peut passer par le collectif donc des professionnels qui gravitent autour de l'éducation, et puis ça passe aussi peut-être par le collectif de la classe, hein. Et Céline, il y a des modalités de travail dans la classe qui peuvent aussi favoriser ça, comme la coopération, le tutorat. C'est ce type de modalité, par exemple? Effectivement, on va pouvoir se miser un peu sur le collectif aussi au sein de la classe. On l'a dit, hein, ça va être l'idée d'articuler, pour la différenciation pédagogique, c'est articuler des temps individuels, de travail individuel, qui vont répondre à des besoins individuels. On va articuler des temps collectifs, des temps de petits groupes, peut-être entre pairs, et des temps de groupe classe. Et donc, dans les temps de coopératif, où on va proposer de la coopération aux élèves ou de travail entre pairs, le tutorat est un dispositif qui peut être proposé. Le tutorat, le travail en groupe, le travail en binôme, l'entraide, l'aide, tous ces dispositifs de collaboration. Peut-être que à travers le tutorat, on parle d'un dispositif de différenciation pédagogique où on va être sur un entraînement, une formation, un accompagnement, une régulation régulière de ce mode de fonctionnement avec les élèves, parce que ça va transformer la pratique de l'enseignant. On va changer un peu de posture, on va passer dans l'accompagnement, l'observation de comment les élèves s'y prennent, leur donner les conditions pour s'aider, s'entraider entre eux, s'assurer que les élèves qui aident ou qui tutorent le font bien, ont les compétences pour pouvoir le faire en termes d'apprentissage disciplinaire, mais aussi des compétences pour pouvoir accompagner, comprendre ce que l'autre élève ressent, ce que l'autre élève a comme difficulté pour pouvoir l'accompagner au mieux. Donc cette notion de proximité. Puis on va accompagner aussi les élèves à demander de l'aide. C'est d'abord chercher l'erreur, d'abord chercher où ils sont en difficulté, quelle sera leur difficulté pour qu'ils la formalisent et qu'ils puissent aller demander de l'aide. Donc là, on va avoir des dispositifs qui vont nécessiter d'être mis de manière régulière au sein de la classe. On ne met pas le tutorat en place une seule fois dans l'année, parce que ça demande il y a un coût. Il y a un coût d'investissement dans le sens, ça nécessite de former les élèves, ça nécessite aussi d'être à l'aise avec ça, avec le tutorat, et de s'entraîner et de réguler au sein de la classe. Et je pense qu'on a beau être je ne sais pas comment dire, expert ou expérimenté dans le tutorat, ça demandera toujours un temps en fait avec la nouvelle classe qu'on va avoir, parce que c'est un changement de pratique. Nous-mêmes, on va apprendre à mieux connaître les élèves de cette classe, de cette promotion-là, et puis on va les accompagner, les former tout au long de l'année, et leur apprendre à réguler aussi leur pratique de tutorat. Donc, dans les modalités de travail autour de la coopération, on va avoir le tutorat. Après, on peut avoir peut-être des dispositifs, ou en tout cas des modalités de regroupement qui seront peut-être moins coûteuses, dans le sens s'entraider, de faire du travail en groupe, regrouper les élèves, mais avec un objectif qui nécessitera d'être collectif, un objectif qui nécessite d'être plusieurs. Si on propose du travail collectif et qu'en fait un élève va plus vite et que le groupe ne lui apporte rien, il y aura peu de chances que le groupe travaille ensemble. Donc c'est tout ce travail de planification dont parlait Andrea tout à l'heure, ce travail de planification, de choix, d'explicitation de ces choix,
pour soi en tant qu'enseignant et auprès des élèves aussi. Pourquoi je mets en place du tutorat, pourquoi je mets en place du travail en groupe, comment vous allez travailler et comment on va réguler ça au fur et à mesure. Et puis après ça, il y a la question du comment on évalue ces apprentissages. Donc, est-ce que, enfin, on a envie de dire, quid de l'évaluation différenciée, Andrea? Alors, l'objectif en lui-même, il n'est pas différencié. L'objectif à atteindre est le même pour tout le monde. C'est plutôt les chemins pour y arriver qui sont différenciés. Et donc, c'est là que, génie pédagogique ou pas génie pédagogique, c'est là que l'enseignant doit en fait s'outiller avec les collègues pour trouver des cheminements pour atteindre ses objectifs pour les élèves. Mais c'est vrai que je rejoins Céline par rapport à tout ce qu'elle a dit et je souligne le côté formé à la coopération en classe. Ça ne va pas tout seul et beaucoup d'enseignants qui ont essayé de la coopération très rapidement voient bien les difficultés d'un groupe qui doit travailler d'une manière intelligente pour que tout le monde puisse apprendre, n'est pas donné d'avance. Donc, apprendre à coopérer en classe, il y a toute une littérature là-dessus, pédagogique aussi et scientifique, prend quand même du temps. Mais rien en éducation ne se fait dans l'immédiateté ou dans la rapidité. Et aujourd'hui, peut-être le monde autour de nous ne pousse à aller vite, à accélérer trop vite la machine, et on est sur des processus d'apprentissage très lents. Apprendre à coopérer, on voit seulement en juin s'ils ont vraiment appris à coopérer dans cette classe-là ou appris à s'entraider, à être dans un... Aucun dispositif ne se définit par lui-même sans être incarné par des vrais élèves qui apprennent. Et c'est la chose de l'évaluation. Les enseignants, aussi dans la recherche, on l'a vu, font un calcul bénéfice et coût, excusez-moi de l'expression. Ils se disent, mais est-ce que je vais prendre du temps pour leur apprendre à coopérer ou plutôt du temps pour renforcer une notion mathématique, etc. Mais la question, je pense qu'elle n'est pas duale, elle n'est pas contradictoire. Et donc, aujourd'hui, on voit très bien que les méthodologies de mathématiques ou les manières de faire des maths ou des situations problèmes ou des recherches de maths posent d'emblée la question de la coopération, de l'enquête collective en classe, etc., etc. Et donc, et c'est pas juste donner son avis, c'est construire un raisonnement mathématique avec le raisonnement de l'autre. Et donc ça, c'est une partie inhérente aussi des moyens d'enseignement, comme on dit chez nous, ou des manières de faire école, en fait, nos exercices, nos situations, etc. Elles ne sont pas toutes préfabriquées pour être individualisées. Elles sont aussi fabriquées pour être du travail collectif, coopératif entre les élèves. Mais c'est vrai que l'enseignant fait un calcul, mais en même temps, il doit toujours tenir les deux. Parce qu'on dit bien, OK, chacun doit apprendre, mais en même temps, je veux construire aussi un collectif classe. Je travaille avec une classe et pas avec une collection d'individus. Et donc, ces deux choses, elles sont toujours dans sa tête, dans sa conception de planifier, d'organiser le travail scolaire. Peut-être un dernier point dans cette deuxième partie, Céline, puisque Andrea, vous le disiez aujourd'hui, tout va vite et actuellement, la grande promesse des intelligences artificielles, c'est quand même de vous faciliter la vie et peut-être de vous faire gagner du temps. Alors, qu'est-ce que cette promesse de l'intelligence artificielle permettrait de faire en termes de différenciation? Est-ce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qu'on peut en tirer dans l'état de l'art actuel? Je dirais que l'intelligence artificielle, elle va sûrement pouvoir agir sur un point en particulier. Tout à l'heure, on parlait de la diversification. Elle va pouvoir permettre de produire plus, une variété. Une variété de quoi? De supports, d'apprentissage, une variété d'exemples, une variété d'exercices, une variété de tâches, une variété de moyens d'évaluer aussi, tout à l'heure, ou moyens d'évaluer en termes de recueil d'informations sur où en sont les élèves. Je dirais que l'IA va permettre vraiment de jouer sur ces aspects-là, de définir la variété. L'IA pourra offrir un feedback effectivement plus individualisé. On pourra lui proposer des ressources qui répondent à son besoin, où il en est. Par contre, je pense que l'IA, elle pourra pas agir sur le climat de classe, elle pourra pas gérer les interactions. Donc, je dirais que toute la force de l'IA, elle va être sur cette
production réfléchie l'enseignant. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de produire plus d'exercices sur cette notion-là? Est-ce que j'ai besoin de varier peut-être les exemples? Qu'est-ce que je vais pouvoir varier avec l'IA? Et là, on va pouvoir avoir un vrai gain de temps. Un autre exemple aussi qui peut être utilisé, que tout ce qui va être les grilles d'évaluation. On parlait de l'évaluation à l'instant. On peut aussi peut-être gagner du temps sur l'évaluation, notamment en produisant des grilles critériées. On met en place une évaluation, on met en place une tâche, on veut l'évaluer, on veut expliciter plus finement aux élèves ce sur quoi ils vont être évalués et les critères de maîtrise. Produire des grilles critériées, ça va être un moyen, et de leur mettre à disposition, c'est un moyen aussi de différencier et de peut-être gagner du temps avec l'IA. Et moi, il y a un guide que j'aime bien utiliser, mais c'est plus pour l'enseignement supérieur, mais le guide de l'intelligence artificielle qui a été produit par l'Université de Montréal, je crois, propose justement un ensemble de tâches qui peuvent être différenciées, sur lesquelles on va pouvoir agir avec des prompts, déjà tout fait à adapter, mais un ensemble de pistes aussi à explorer sur en quoi l'IA peut m'aider pour différencier et sur quoi je peux agir. Je sais pas. Voilà, c'est un outil aussi pour s'inspirer de comment on va pouvoir utiliser l'IA pour là-dessus. Mais en tout cas, je pense que l'enseignant a encore beaucoup à faire pour pouvoir différencier et peut-être que l'IA est juste un moyen, est un chouette moment aussi pour peut-être agir sur cet aspect-là, la diversification. Merci. On va mettre cette référence dans le descriptif de l'épisode. Peut-être ça sera intéressant. Je vous propose qu'on passe donc dernière partie de cet épisode, les enjeux éthiques de la différenciation. Et là, l'idée, c'est on va prendre peut-être un petit pas de recul. C'est autour on l'a un peu évoqué, de ces dilemmes professionnels, du caractère prudentiel. Vous en avez parlé, Andrea, et j'aimerais bien que vous nous définissiez de quoi il s'agit, comment vous expliquez cette part de lucidité des enseignants, d'engagement face aux dilemmes. Alors, moi, je m'appuie beaucoup sur les travaux aussi d'Olivier Molini, qui a écrit un livre qui s'appelle « Éduquer entre engagement et lucidité ». Et quand on connaît les enseignants dans le quotidien, parce qu'on les côtoie, on travaille avec eux, nous travaillons ensemble, on voit qu'ils ont des dilemmes. Sur une journée entière de travail, ils prennent des dizaines de décisions très rapidement et parfois avec les moyens de bord. Et parfois, ils se disent « Ah, mais peut-être que j'aurais dû penser à ça, mais je n'ai pas pu tout de suite. » Et donc, on voit bien qu'ils se posent des dilemmes pas abstraits. Ils se posent des dilemmes, comme on l'a dit avant, entre comment prendre en compte ce groupe d'élèves en ce moment. J'ai besoin de travailler avec eux, mais le reste de la classe n'a pas besoin. Donc, est-ce que je peux appeler mon collègue qui pourrait peut-être les prendre et pendant ce temps, je peux être avec eux. Donc, ce sont des dilemmes très incorporés dans la pratique du quotidien. Aussi, la question la lucidité, parce que c'est vrai que la différenciation telle qu'elle est comprise ou mal comprise, à chacun son programme, à chacun son menu, peut-être dans une société que nous ne connaîtrons plus, nous, ici autour de cette table, où chaque élève travaillera seul avec son ordinateur, et donc IA sera son meilleur précepteur. On n'en est pas là. On voit bien que les élèves et les élèves les plus en difficulté ont besoin de l'accompagnement humain de l'enseignant, ont besoin de la relation. Les élèves se posent parfois la question, est-ce que l'enseignant me regarde? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il est intéressé par ce que je pense? Par mes affaires d'enfant, évidemment, mais est-ce qu'il est intéressé? Et on voit très bien que beaucoup de choses se nouent autour de la discussion continue entre les enseignants et les élèves, ces discussions parfois entre les interstices, parfois même à la récré, quand on reste surveiller la récréation et on peut commencer à discuter avec les élèves d'une manière peut-être plus détendue. Il se passe des choses. Et donc aussi, on connaît les dispositifs de décrochage scolaire et pour réembrancher ou raccrocher les élèves, il faut discuter avec eux. Qu'est-ce qui les a fâchés si fortement? Qu'est-ce qui les a décrochés si fortement de l'école? Qu'est-ce qui a fait rupture dans leur tête, dans leur cœur, dans leurs gestes d'écolier? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, c'est vrai que la parole entre l'enseignant
Et les élèves restent un outil majeur encore, un outil d'étayage, un outil d'accompagnement. Et c'est vrai que parfois, l'enseignant, il se trouve au milieu du dilemme, je n'ai pas le temps. On dit bien, hein, il faut tout un village pour élever un enfant, hein, la vieille expression. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin? On le voit dans les écoles, il y a tout un village, si vous me permettez l'expression, pas mal de professionnels qui entourent ces enfants pour qu'ils grandissent et se développent au mieux. Donc, c'est vrai que les dilemmes, ils sont inhérents et un métier prudentiel, une profession prudentielle, parce que on le sait bien, n'importe quelle ingénierie éducative ou technologie éducative très moderne ou qui fait la une des journaux ne remplace pas le travail de l'enseignant, ne remplace en rien l'étayage, ne remplace en rien le collectif classe. Donc l'enseignant s'inspire de tout ça. Il fait feu de tout bois. C'est une jolie expression aussi qu'Olivier Molini a utilisée. Il essaye d'agencer toutes ces inspirations au cœur de la pratique, surtout quand il a en tête que les élèves apprennent. Céline, dans ces questions j'ai envie de dire presque de besoin de réassurance des enseignants, vous le disiez dans la partie précédente, commencer par faire un état des lieux de ce qu'ils font déjà, peut-être bâtir sur ce terreau, à la fois pour les déculpabiliser et surtout qu'ils ne renoncent pas à cette différenciation. Quel travail vous menez auprès de groupes d'enseignants pour bâtir là-dessus, justement? Très concrètement, qu'est-ce qu'ils vous disent qu'ils font et comment vous les faites tisser peut-être entre eux ces différentes perles? Dans certaines activités de formation, quand je travaille la définition de la différenciation pédagogique et l'état des lieux, des gestes pratiques qu'ils mettent en place, je commence par définir donc on l'a défini ensemble, je prends quelques-uns des leviers, je disais, qu'est-ce que vous faites en termes de planification, qu'est-ce que vous faites en termes de diversification, qu'est-ce que vous faites en termes de climat de classe, mais je l'ai travaillé autour justement, ce que je disais tout à l'heure, du avant, pendant, après, de forger. Donc, en gros, et des intentions qu'il y a derrière. Je travaille quand vous avez mis en place ce geste-là, quelles intentions vous aviez, est-ce que vous l'avez réussi? Et donc, je présente ces travaux-là, et après, je leur fais faire un état des lieux. Alors, soit c'est en ligne, quand je fais de la formation en ligne, soit c'est en groupe, en établissement aussi. C'est encore plus intéressant, je dirais, en établissement, dans le sens où on va aller sur la dimension collective et ce partage de pratiques collectives. Et donc, ils partagent ce qu'ils font déjà, mais en explicitant l'intention qu'il y a derrière. Pourquoi je l'ai mis en place et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné. Ça a double intérêt, c'est que déjà, ils prennent conscience eux-mêmes de ce qu'ils ont fait et de pourquoi ils l'ont fait, mais ils prennent aussi connaissance, ils partagent les pratiques des collègues, que ce soit en ligne avec des personnes qui ne connaissent pas ou avec des personnes qui connaissent, mais au sein de l'établissement, ils partagent ce que font les autres et on partage des techniques, des outils, des problèmes, des besoins, des questions qu'on a aussi, des dilemmes qu'on en parlait juste avant. Donc ce partage de pratiques, il est fait souvent, moi je prends quelques éléments de la recherche, quelques éléments théoriques qu'on creuse, qu'est-ce qu'ils veulent dire, et on va aller y ramener le réel de la pratique qu'on fait déjà, ramener le réel de ce que font les collègues derrière, et analyser ce réel pour identifier à la fin des petits gestes, des petites choses à mettre, de nouvelles à mettre en place, voire à abandonner. Parce que parfois, on met en place plein de choses. Il y a plein d'enseignants qui disent, mais je varie déjà plein de choses. Ok, qu'est-ce que tu varies? Pourquoi tu le mets en place? Et est-ce que ça a eu cet effet-là? Parfois, on varie pour varier. C'est sans avoir identifié un besoin, parce qu'il fallait varier. Et donc, parfois, on va dire, ok, ça, je mets ça de côté, est-ce que ça fonctionne pas? Et peut-être, j'ai mis trop de temps là-dessus aussi, d'ailleurs. Et je vais aller vers quelque chose qui fonctionnera peut-être un peu mieux, et mettre des forces sur ce qui a fonctionné, en essayant d'identifier autant ce qui a fonctionné et pourquoi ça a fonctionné. Pour moi, c'est aussi intéressant de travailler ce qui fonctionne et le pourquoi, que de travailler ce qui fonctionne pas et le pourquoi. Parce que aussi s'appuyer sur ce qui fonctionne, c'est gagner du temps. C'est quelque chose qui fonctionne et j'aurais peut-être besoin de mettre moins d'énergie dès que j'ai analysé pourquoi, et je peux même m'appuyer sur ce qui fonctionne pour développer des nouvelles pratiques ou nouveaux gestes ou nouveaux outils. Andrea, vous vouliez réagir? Ce que j'ai vu aussi avec l'expérience, c'est que dans ces dispositifs-là, au début, on est dans un idéal. Et donc, on peut s'engager joyeusement dans une usine à gaz et qui nous épuise.
Et donc, c'est vrai que faire le tour entre professionnels, faire le tour du problème, se dire ce qu'on veut par ces dispositifs qu'on veut mettre en place, le minimum vital, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Et mettre en place des dispositifs, parce que bien sûr, on a des idéaux, bien sûr, on a un idéal parfois fort, mais aussi les contraintes et les réalités de la classe, les contingences. Donc, il faut que ça tienne, il faut que ce soit vivable du point de vue aussi des enseignants et peut-être se faire des phasages, dire cette année on fait ça, peut-être que l'année prochaine on va dans cette direction-là et dans 3-4 ans. Donc, vous voyez, l'horizon, pour nous, c'est le temps long. C'est pas hier, c'est pas aujourd'hui, c'est pas non plus demain. Et donc, on voit bien que on regarde toujours la Finlande, mais dans les dispositifs de la Finlande, il y avait des horizons de temps long. Et peut-être qu'il y a quelque chose à retenir dans cette manière de faire. On est toujours trop pressé par rapport à ces dispositifs, bien qu'on soit rempli d'idéaux, bien qu'on soit rempli d'envie forte de faire. Donc, comment on peut allier aussi ce qui est possible et l'idéal qu'on veut garder quand même d'enseigner à tous les élèves. Et je disais tout à l'heure, j'évoquais cette notion de perles. J'ai piqué l'idée chez vous, Andrea, avec cette métaphore du collier de perles. J'aimerais bien que vous nous en disiez un mot parce que ça résonne avec ce que vous venez de dire. Les perles, ce seraient les modalités d'étayage qu'on met et il y a un fil conducteur qui nourrit tout ça. C'est lequel ? Le fil conducteur, c'est déjà l'éthique au travail pour que les élèves apprennent. Tout simplement. On pense que le métier, c'est pour ça l'engagement, c'est cette lucidité, elle est bien là. C'est parce qu'on est engagé. Si on est trop engagé et on n'est pas lucide, le risque de burn-out, il est à la porte. Et nous connaissons bien, en fait, notre profession, elle est mal au point. Les malaises sont bien là. La fatigue est bien là. Vous disiez une ouverture différenciée sans s'épuiser. Alors, gardons le cap. Mais donc, comment on peut faire œuvre de différenciation justement tout en étant sur vraiment une ligne éthique, mais aussi en conjuguant avec le métier tel qu'il est à un moment donné. On est en 2026. Voilà, peut-être que le métier sera autre dans 5 ans. L'équation, elle est complexe parce qu'on a autant les idéaux, on a autant les moyens du bord et il faut tenir les deux avec aussi cette ligne éthique que tout élève doit trouver des occasions d'apprendre à l'école et se développer. Donc, la chose est compliquée, mais elle est compliquée tous les jours. Donc, je dirais, d'après les travaux de recherche, qu'elle est un peu moins compliquée quand les enseignants sont entourés d'un collectif qui les reconnaît, dans leurs compétences, avec qui ils peuvent s'épancher des difficultés, autant que tous les collectifs qui travaillent avec l'humain, les médecins voilà. Donc, si l'enseignant, il peut aussi déposer cette part du métier qui est compliqué au milieu, au sein du collectif enseignant, avec toutes les controverses qu'il peut y avoir, on s'en sort plus gagnant sur le métier. Voilà, c'est un joli mot de la fin, la reconnaissance comme soutien général des enseignants pour une meilleure différenciation. Je vous propose qu'on se dirige gentiment vers la dernière partie de l'émission, l'inspiration des invités. Alors, est-ce que vous avez préparé une inspiration à partager aux poditrices et poditeurs d'Extra Classe ? Tiens, Céline, pour commencer peut-être. Moi, je dirais, puis ça, je trouve que ça fait sens avec tout ce qu'on a discuté. J'en avais 2, mais du coup, je vais choisir celle-ci. L'inspiration serait peut-être tous les travaux de Saint-Arnaud, qui sont pas tout jeunes, dans la fin des années 90 ou 2000, qui sont sur les approches réflexives et l'analyse de l'action qui peut être moins bien réussie, qui chiffonne, le sentiment d'efficacité partielle. Donc moi, c'est vraiment ces travaux-là que j'avais envie de partager. Eh bien, on met ça dans les notes de l'émission. Merci Céline. Et vous, Andrea ? Alors oui, je vais faire un pas de côté. Avec un chanteur qui s'appelle Bruce Springsteen. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, vous le voyez comment il est. Tout le monde le reconnaît.
dans sa musique, il rend compte vraiment d'une épopée quelque part, avec la part tragique et la part de l'espoir qu'il nous faut. Et si on regarde dans son enfance, par rapport à ce que je connais aussi de ses biographies qui ont été faites, c'était un très très mauvais élève. Très, très mauvais élève, insupportable, le perturbateur. Et il était dans une école de sœurs qui le mettait pratiquement quotidiennement à la porte et même dans une poubelle. Et donc, ce mauvais élève-là, il a pu frayer un peu son chemin, trouver une passion et en faire quelque chose de sa vie. Et ce qu'il a dit une fois sur l'école qui m'a beaucoup impressionné, c'était: l'école m'a appris quelque chose. Le prof de littérature m'a appris à écrire comme personne ne pourrait me l'apprendre, m'a appris des choses que je ne pouvais pas apprendre ailleurs. Et donc, je pense que là, c'est une méga star du rock, mais il a dit quelque chose de très fort. Qu'est-ce que l'école peut apprendre qui ne peut pas s'apprendre ailleurs? Et c'est aussi peut-être la question avec l'IA que vous avez posée précédemment, qui aujourd'hui nous taraude très fort, qui nous questionne. Qu'est-ce que l'enseignant peut apprendre aux élèves que l'IA ne peut pas faire? Parce que l'IA est très puissante. Mais qu'est-ce que l'école en elle-même peut apprendre? Ça, c'est une question dont je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais Springsteen disait bien qu'apprendre à écrire, c'est quand même venu de son prof de littérature. Donc voilà, je le garde un peu sur un post-it quelque part. Bon ben, guettez si vous avez un Springsteen dans votre classe. Avec Hélène, on rajoute en inspiration de toute une série de ressources sur la différenciation pédagogique, notamment sur Canotech. Vous retrouvez des interviews, des films d'animation, des webinaires et notamment des temps de formation animés par Céline. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Et le mot de la conclusion est pour toi, Hélène. Ouh, merci. Alors, on a compris, il n'y a pas vraiment de baguette magique, alors qu'on espérait peut-être une petite formule à la Harry Potter. On a compris qu'en fait, peut-être que le secret, ça serait de ne pas rester seul et de ne pas se sentir seul face à une classe, mais plutôt avec ses élèves, de se donner du temps et puis du lâcher prise. Ça, on le dit souvent, mais voilà, on peut le redire aussi dans ce cas de la différenciation. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était passionnant. Merci. 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 C'était Différencier sans s'épuiser, préparé et animé par Régis Forgione. Et Hélène Audard. Réalisation, Simon Gattegno. coordination de production, Hélène Audard et Magali Devance. directeur de publication, Samuel Vittel. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. une production Réseau Canopé 2026. Simon, est-ce qu'on peut se payer les droits d'un générique de Bruce Springsteen à la fin? Je ne pense pas, malheureusement. Ça aurait été génial, mais c'est non. bien, on a réussi à caser Bruce Springsteen quand même, ça c'est chouette. C'est joli. Bravo Andrea. Extraclasse.